Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 23 août. Ici en Californie, c'est dimanche soir. À New Delhi, où se trouve notre cher ami, collègue et membre estimé de notre chaîne, Praveen Swahini, c'est lundi matin et il nous rejoint. Nous vous parlons à un horaire inhabituel. La raison, c'est que nous vous avons promis de vous apporter des informations explosives que vous devez connaître et que les médias traditionnels ne vous donnent pas, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous avons le privilège d'avoir la confiance des personnes qui nous transmettent ces informations et nous vous les transmettons à notre tour. Alors, si vous appréciez ce que nous faisons, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Rendez-vous sur notre chaîne Substack. Nous vous les enverrons directement dans votre boîte mail 2 fois par semaine. Cela étant dit, j'accueille mon cher ami et collègue, Praveen Swahini. Bonjour, Praveen. Merci beaucoup, Zulfikar. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Vous êtes vraiment trop aimable, trop aimable, trop aimable. Et vous n'imaginez pas combien de personnes apprécient vos commentaires éclairés. Alors, laissez-moi vous faire le point sur l'information qui vous amène ici et qui m'amène ici moi aussi. Nous avons été informés par des sources fiables que parmi les priorités du maréchal Asim Munir lors de sa visite en Iran figure une discussion sur l'invitation qu'il remet aux dirigeants iraniens à rejoindre l'accord de la Mecque. C'est une information très importante, car certains disaient que l'accord de la Mecque n'était qu'une opération de façade, sans réelle portée, et qu'il n'aboutirait à rien. Mais désormais, après l'adhésion de la Turquie, de l'Arabie saoudite et du Pakistan à cet accord, la 4e invitation est adressée à l'Iran. C'est très significatif, car l'Arabie saoudite et l'Iran n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Et si cela peut se produire, si cela peut aboutir, alors une fracture majeure qui a été créée, à mon avis, une fracture artificielle entre l'Arabie saoudite et l'Iran, serait largement effacée. Asim Munir est donc là pour en discuter. Et cette information nous vient de quelqu'un de très fiable, très proche du président du Parlement, Ghalibaf, le numéro 3 dans la structure du pouvoir. Nous sommes également informés qu'Asim Munir va discuter de quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que Scott Bessent proclame comme étant la mère de toutes les sanctions. Créer un fossé entre le Pakistan, Téhéran et tous les autres afin d'isoler l'Iran. Le Pakistan et l'Iran vont travailler à une multiplication par 10 d'ici les 3 prochaines années. Et Asim Munir, représentant le gouvernement pakistanais, mène également avec les dirigeants iraniens des discussions sur leurs relations dans ce sens. C'est donc une information très importante. 3e point à l'ordre du jour, toujours parmi les informations importantes, et il y en a d'ailleurs d'autres pour notre cher ami et collègue qui les commentera. Le prince héritier de Bahreïn, où est basée la 5e flotte, se trouve actuellement à Islamabad, ou plus précisément à Rawalpindi, au quartier général de l'armée pakistanaise. Il s'entretient avec le numéro 2 du commandement au sujet de l'adhésion de Bahreïn à l'accord de défense entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Or, dans la mesure où la 5e flotte a son quartier général là-bas, l'idée d'un accord de défense avec le Pakistan ne doit pas forcément être une bonne nouvelle pour M. Bessent et M. Trump, car tout leur intérêt est de créer une division entre tous ces pays de la région, plutôt que de les rapprocher. Et comment peut-on avoir la 5e flotte basée là-bas, alors que le pays se tourne vers le Pakistan pour sa défense? En plus de cela, avant que tout ceci ne se produise, lorsque j'ai abordé le sujet avec mon cher ami et collègue, je lui ai dit que l'Iran avait pris la décision de considérer très négativement toute personne qui s'associerait aux États-Unis pour imposer ces sanctions. Ils avaient préparé tout un éventail de mesures. Parmi elles, il y avait une décision
une véritable décision prise par le guide suprême d'enrichir l'uranium à 90%. Auparavant, le niveau était bien inférieur. 90%, c'est le niveau requis pour une arme nucléaire. Et le guide suprême n'avait pas pris cette décision. Mais nous avons été informés, des sources fiables nous l'ont confirmé, que cette décision a été prise. Et l'équipe nucléaire est désormais occupée à enrichir l'uranium à 90%. Le passage de là à un véritable engin atomique est très court. Donc c'est une préparation à une escalade de la part des États-Unis. L'Iran contrôle donc l'échelle de l'escalade. En plus de tout cela, l'Iran a fait une annonce, c'est désormais public, disant que toute personne qui s'associerait aux États-Unis pour imposer des sanctions à l'Iran sera considérée par l'Iran comme un ennemi de l'Iran et sera traitée en conséquence par l'Iran. Nous savons aussi que l'Iran a décidé de se préparer à résister à toutes ces sanctions, à supporter toutes les pressions jusqu'en novembre. À ce moment-là, ils pensent que les États-Unis ne pourront pas aller plus loin. Voilà une partie des nombreuses informations qui circulent, et c'est pourquoi nous sommes ici. Alors maintenant, Parveen, allez-y, donnez un sens à tout cela. Merci beaucoup, Zulfikar. Vous avez en fait dit beaucoup de choses. J'ai donc brièvement noté les 5 points que vous avez soulevés. Je vais les aborder un par un dans le même ordre que vous. Tout d'abord, oui, nous savons que le maréchal Asim Munir est actuellement à Téhéran avec la délégation. Donc, comme vous le dites, le Pakistan va essayer d'évaluer la possibilité que l'Iran rejoigne l'accord de défense conjoint de la Mecque. Or, selon mon analyse, l'Iran ne devrait peut-être pas souhaiter le faire. Et la raison est simple. L'objectif de l'Iran est de faire partir les forces américaines d'Asie occidentale et de remplacer le cadre des Nations Unies, fondé sur le concept de sécurité absolue, par un cadre régional fondé sur le concept de sécurité collective. C'est leur objectif principal, en plus d'exercer un contrôle total sur le détroit d'Ormuz. Or, si c'est bien l'objectif, une étape décisive pour y parvenir, alors même que les forces américaines sont toujours présentes en Asie occidentale, c'est la signature, le 7 août, de cet accord conjoint de défense de la Mecque entre 3 pays, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Alors quelles en sont les implications? J'y reviendrai dans un instant, car il est important de bien les comprendre aussi. En ce qui concerne l'Iran, comme je l'ai dit, c'est l'agenda de l'Iran que l'accord conjoint de défense fait avancer. Donc pour l'Iran, y adhérer à ce stade ne serait peut-être pas très judicieux, car il devrait plutôt se concentrer sur le départ des Américains d'Asie occidentale. C'est ce qu'ils devraient rechercher. Vous avez souligné à juste titre que s'ils signent cela, les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran vont se renforcer. Elles vont se resserrer. Votre remarque est tout à fait pertinente, mais nous devons aussi garder à l'esprit que ces 2 pays, après 7 ans de rupture, ont été rapprochés à Pékin en 2024. Donc en ce qui concerne la Chine, elle reste encore le point d'ancrage ou l'acteur clé pour ces 2 pays. Et je suis sûr que les diplomates chinois communiquent d'une manière ou d'une autre avec les 2 pays. Voilà donc ma position. Si l'Iran rejoint l'accord de défense de la Mecque, tant mieux. Si l'Iran ne le rejoint pas à ce stade, ce sera peut-être plus sage. C'est ainsi que je vois les choses. Mais bien sûr, c'est une décision que l'Iran prendra. Le deuxième point que vous avez soulevé concernait une multiplication par 10 des échanges commerciaux. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qui aurait dû se produire. Et c'est justement ce qui se produit. L'augmentation des échanges entre le Pakistan et l'Iran. Tout simplement parce que, dès le 17 juin, lorsque le protocole d'accord a été signé, l'Iran a été très clair. Le Pakistan est un membre très important pour concrétiser ce protocole d'accord. C'est pourquoi ils l'ont appelé le protocole d'accord d'Islamabad.
Et après cela, tout ce qui se met en place, l'accord de défense conjoint, le cadre régional, évolue désormais vers un cadre islamique. Le pays clé dans tout cela, c'est le Pakistan. Et les Iraniens en sont conscients. Et comme vous l'avez souligné à juste titre, la Chine est derrière tout cela. C'est donc une évolution extrêmement bienvenue. Les deux pays y gagnent, indépendamment de la guerre économique américaine sur laquelle nous reviendrons dans un instant. En soi, c'est une bonne nouvelle pour le Pakistan, à condition qu'il soit en mesure de... Et vous savez, de nombreux signes venant du Pakistan indiquent qu'ils réfléchissent aussi à leur gouvernance, à la manière dont ils pourront tirer parti de toutes les grandes opportunités économiques et géopolitiques qui se présentent à eux. Le troisième point que vous avez soulevé concerne Bahreïn. Oui, Bahreïn abrite cette 5e flotte, mais je ne pense pas qu'elle y soit encore, parce que toute cette infrastructure a été détruite. Et en ce qui concerne la plateforme logistique américaine, c'est désormais Diego Garcia. Avec Diego Garcia devenu cette plateforme logistique, les Américains ont été contraints, pour combattre l'Iran, de réunir 2 théâtres d'opération. Ils ont regroupé le commandement central et le commandement américain du Pacifique. Désormais, les deux travaillent ensemble pour mener la guerre contre l'Iran. Voilà l'état de préparation des Américains face à la guerre que l'Iran, vous savez, mène contre eux. Donc pour Bahreïn, rejoindre cela, c'était naturel. Cela devait arriver. En fait, je dirais que plus important encore, c'est ceci. Vous savez, la Turquie et Israël ont récemment eu un accrochage. Les Israéliens ont tiré sur un dépôt de munitions, soi-disant, ou sur une base aérienne, où, selon eux, des troupes turques se trouvaient en Syrie. Ce que le ministre syrien des Affaires étrangères a fait immédiatement, c'est qu'il s'est rendu au Pakistan. Et maintenant, nous apprenons qu'au Pakistan, il a parlé de la nécessité d'une coopération de défense avec le Pakistan et aussi du fait que la Syrie souhaitait rejoindre l'accord de défense conjoint. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas tout. Après cela, sous médiation américaine, la délégation syrienne et la délégation israélienne se sont rencontrées en Jordanie. Et là, la délégation syrienne a très clairement indiqué, et cela a été rapporté, que la Syrie renforcerait ses forces armées. La Syrie veillera à sa propre souveraineté. Ce qui est important, c'est qu'ils ont précisé ce qu'ils entendaient par souveraineté. Le plateau du Golan, qui est syrien et qui est occupé par les Israéliens depuis la guerre des 6 jours. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Pakistan est un pays vers lequel la Syrie s'est tournée, parce que le Pakistan possède certaines caractéristiques qu'aucun autre pays n'a. Je n'ai pas besoin de les détailler, mais il faut tout de même en citer 2 ou 3. C'est un pays musulman doté de l'arme nucléaire. C'est un pays qui n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. En ce qui concerne aussi le gouvernement syrien, vous savez, il sait que la Turquie, même si elle s'est clairement rapprochée du monde musulman, puisqu'elle fait désormais aussi partie de l'accord de défense conjoint, la réalité, c'est que le président Erdogan continue de soutenir Israël à travers le pétrole venant de Bakou. Il y a donc une certaine duplicité dans la politique étrangère de la Turquie, ce qui n'est pas le cas du Pakistan. C'est là toute l'importance du Pakistan. Donc, je ne suis pas du tout surpris que Bahreïn ait envoyé. Bahreïn, vous savez, le chef de l'armée ou une quelconque délégation est allé au quartier général, parce que tout se fait depuis le quartier général. Donc, eux aussi. Le Koweït va sûrement se joindre au mouvement. Le Qatar aussi, et tous les autres suivront. La seule exception sera les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis continueront à attendre très longtemps en raison de leurs propres intérêts. Mais c'est une autre histoire. Maintenant, l'autre chose que vous avez dite,
et c'était clairement une information nouvelle, c'est que les Iraniens, avec la bénédiction du Guide suprême, enrichissent désormais leur stock d'uranium. Nous savons maintenant qu'ils en ont quelque chose comme 414 kg, et nous savons qu'il est enrichi à 60%. Ils ont donc l'expertise, cela ne fait aucun doute, pour le porter au niveau militaire, à 90%. Mais le feront-ils? Encore une fois, j'ai des doutes. Si je dis qu'ils ne le feront pas, c'est parce que s'ils construisent un cadre régional, le principe même de ce cadre régional et le principe de la sécurité collective, c'est que tous les pays sont partenaires. Ils sont égaux. Aucun pays n'est un hégémon. Car dès lors qu'un pays devient un hégémon, ce n'est plus de la sécurité collective. Cela devient le concept de sécurité absolue. C'est ce que faisaient les Américains. C'était cela, le cadre américain. Parce que si les Iraniens font réellement cela, c'est quelque chose qui ne peut pas être caché. Et à un moment donné, les Iraniens vont sûrement en informer les autres et se retirer aussi du TNP qu'ils ont signé en tant qu'État non doté d'armes nucléaires. Je pense donc que les Iraniens restent fixés sur leur objectif depuis le début. À mon avis, si cette information est sortie, elle mérite peut-être d'être réexaminée. Elle n'est peut-être pas vraiment exacte. Parce que si vous vous souvenez, le 17 juin, le président Pezeshkian a signé le protocole d'accord. Ensuite, le guide suprême, M. Khamenei, a publié une déclaration. Cette déclaration indiquait clairement « Je ne suis pas entièrement d'accord avec Pezeshkian ». Mais c'est la faute de Pezeshkian, parce qu'il préside le Conseil suprême de sécurité nationale. Et manifestement, le point sur lequel il n'était pas d'accord concernait les armes nucléaires. Car vous vous en souvenez peut-être, après la première campagne aérienne américaine, qui n'avait produit aucun résultat, beaucoup d'analystes iraniens disaient que les Iraniens devraient désormais fabriquer une arme nucléaire. Mais le guide suprême s'est rallié à la sagesse de Pezeshkian, et Pezeshkian a signé ce protocole d'accord. Et ce protocole est très clair. C'est un document qu'ils ont signé. Le président iranien l'a approuvé, lui qui est aussi le président du Conseil suprême de sécurité nationale. Et il y est très clairement dit que pendant les négociations, qui ont bien sûr été interrompues, l'Iran ne fera rien concernant ses capacités nucléaires, ses armes nucléaires. Il est aussi question de réduire les stocks et de la manière dont cela pourrait être fait une fois les 6 premiers jours écoulés. Donc je pense que l'Iran ne voudra pas faire cela. J'ai donc des doutes à ce sujet. Maintenant, venons-en à la guerre économique. Vous voyez, en ce qui concerne la guerre économique, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, le général Mohsen Rezaei, a clairement dit qu'il s'agit d'un acte de guerre. Cela étant dit, c'est essentiellement la continuation de ce que les Américains font déjà. Ils ont d'abord mené une campagne aérienne de 40 jours, qui n'a pas produit les résultats escomptés. Ensuite, ils ont tenté le blocus naval à 2 reprises. Le premier blocus naval a commencé, vous savez, le 11 avril, puis s'est poursuivi jusqu'au 17 juin, lorsqu'ils ont signé le protocole d'accord. Le second a commencé en juillet et se poursuit encore aujourd'hui. Mais même cela ne produit pas de résultats, pour la simple raison que lorsqu'on impose un blocus naval, il faut beaucoup de temps avant d'en voir les effets. C'est l'une des raisons essentielles. Et l'autre raison, c'est que le détroit d'Ormuz est totalement contrôlé par les Iraniens. Voilà donc la troisième mesure qu'ils ont prise, la guerre économique. Et c'est absolument contre-productif. Encore une fois, si vous regardez les Iraniens, ils ont procédé de manière très systématique. Quand ils parlent d'actes de guerre, ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'appelle une offensive défensive. Ils ne sont pas passés à l'offensive, à une offensive totale. Pourquoi est-ce que je parle d'offensive défensive? Parce qu'ils ont fait 2 déclarations importantes. La première,
c'est qu'ils ont dit qu'aucune goutte de pétrole ne serait autorisée à passer par le golfe Persique. C'est important. Cela veut dire que, oubliez le détroit d'Ormuz, même la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, et même le pipeline qui traverse l'Arabie saoudite d'est en ouest, tout cela, rien ne sera autorisé. Donc personne ne vendra de pétrole, ni de gaz. C'est important. Et ils le pensent vraiment. La deuxième chose qu'ils ont dite, c'est que si les Américains mènent cette guerre économique, alors tous les actifs américains liés à l'économie dans les pays du CCG, nous les frapperons tous. Jusqu'ici, ils frappaient les actifs militaires américains dans les pays du CCG. Maintenant, ils parlent de toutes les entreprises américaines, de l'infrastructure d'intelligence artificielle américaine présente dans les pays du CCG. Là encore, c'est très important. Voilà ce que j'appelle une offensive défensive. S'ils étaient passés à l'offensive, c'est ce que signifie un acte de guerre. Alors, évidemment, ils auraient aussi ciblé le blocus naval lui-même. C'est une énorme vulnérabilité. Aujourd'hui, ils en ont les capacités. Les Iraniens ont les capacités. Des missiles précis, des missiles à longue portée, qui ne peuvent pas être arrêtés par les systèmes de défense aérienne. Pour la simple raison que tous ces navires ont des systèmes de défense aérienne en nombre limité. C'est donc une vulnérabilité. Une autre vulnérabilité, c'est Diego Garcia elle-même, la base logistique. C'est leur seul centre névralgique. Et là, sur cette base, les Iraniens ont montré qu'ils disposaient de très bonnes capacités cybernétiques. Récemment, on a appris qu'au Royaume-Uni, 6 ou 7 centrales électriques ou centres énergétiques avaient été touchés par des cyberattaques iraniennes. Les Iraniens ont donc fait beaucoup de chemin depuis 2010, lorsque les attaques Stuxnet ont visé leurs centrifugeuses, vous savez, sur le site nucléaire de Natanz, les installations nucléaires de Natanz. Donc Zulfikar, le point que je veux faire, c'est qu'ils continuent d'avancer de manière très progressive quand ils parlent d'actes de guerre, parce que leur objectif n'a pas changé du tout. Leur objectif, c'est le cadre régional. C'est ce qu'ils recherchent. Et c'est ainsi que je vois, Zulfikar, les 5 points que vous avez soulevés. Excellente synthèse, Parveen. Excellente synthèse. Beaucoup de personnes qui écoutent notre podcast et beaucoup de décideurs qui l'écoutent aussi apprécieront grandement ce que vous venez de dire. J'aimerais apporter une précision supplémentaire. La voici. L'information que j'ai partagée avec vous et avec notre audience mondiale, selon laquelle le guide suprême avait pris une décision, reste fiable, encore aujourd'hui, 24 ou 48 heures après que je vous en ai parlé pour la première fois ou que je voulais communiquer. Et cette décision était la suivante. Le guide suprême a dit aux autorités, « Oui, allez-y, enrichissez jusqu'au niveau militaire, puis arrêtez-vous. » Il n'a pas dit qu'ils allaient en faire une arme. Ce sera une autre décision. Et aussi, une autre décision a été prise. Si les choses devaient vraiment se durcir, si Scott Bessent réussit effectivement à exercer une véritable pression économique, alors l'Iran va se retirer du TNP. Et ce sera un nouveau point d'escalade de la part de l'Iran. Donc il y a 2 décisions que je devais clarifier. Maintenant, je suis d'accord avec vous. L'état d'esprit en Iran, d'après tout ce qu'on m'a dit et tout ce que j'ai observé, reste très confiant et très combatif. Ils sont très déterminés à tenir jusqu'en novembre. Novembre, c'est leur échéance. Ils ne pensent pas que Trump tiendra jusqu'en novembre. Ils ne pensent pas que cette campagne de pression maximale aboutira à quoi que ce soit. En fait, tous les signes montrent qu'elle s'est effectivement retournée contre Scott Bessent. Personne ne le prend au sérieux. Même la Chine et la Russie ont fait des déclarations disant, en substance, vous pouvez vous imposer toutes ces règles à vous-même. Ne nous les appliquez pas dans notre partie du monde. Elles ne veulent rien dire. Et surtout,
ce qui est important, c'est que les échanges commerciaux entre le Pakistan et l'Iran vont se faire en monnaie locale. J'aurais dû le mentionner plus tôt, quand j'en ai parlé. Et c'est très important, parce que je pense que ce sera un coup de poignard très significatif au cœur du pétrodollar. Le pétrodollar sera affaibli. Son statut sera considérablement diminué lorsque 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre l'Iran et le Pakistan se feront en monnaie locale. Et bien sûr, cela ne va pas se limiter aux échanges commerciaux entre ces deux pays. Les échanges entre la Chine et l'Iran se feront aussi en yuan. Donc tous ces événements, toutes ces échéances, toutes ces décisions qui ont été prises vont dans une même direction, selon moi. Et c'est la suivante. Il n'y a aucune chance que Bessène réussisse, pas plus que la campagne de pression maximale sur le plan militaire n'a réussi. Il n'y a aucune chance que Trump accomplisse quoi que ce soit. Et si c'est là que nous en sommes dans une semaine, après que demain, lundi, Bessène aura annoncé quoi qu'il annonce, et que cela n'aboutit à rien, alors où cela laisse-t-il Trump? Vous avez justement souligné que les échanges se feront en monnaie locale, car de toute façon, l'Iran ne commerce déjà qu'en monnaie locale. L'Iran n'a pas la possibilité de passer par les États-Unis ou par le dollar. Donc les échanges entre l'Iran et la Chine se font en monnaie locale. Ceux entre l'Iran et la Russie aussi. Entre la Chine et la Russie, plus de 90% des échanges se font en monnaie locale, en yuan ou dans la monnaie russe, le rouble. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des axes majeurs des BRICS. Et l'Iran en est membre à part entière. Très bientôt, l'Iran sera également membre de la Banque des BRICS, qui est la nouvelle banque de développement. Le Pakistan a désormais déposé une demande pour les deux. Il a demandé à devenir membre à part entière des BRICS, ainsi qu'à adhérer à la nouvelle banque de développement. Or, comme la présidence est assurée par l'Inde et que l'Inde entretient des relations hostiles avec le Pakistan, cela ne sera peut-être pas possible cette année. Mais je n'ai absolument aucun doute. Compte tenu du profil géopolitique du Pakistan et compte tenu du rôle majeur qu'il joue aujourd'hui dans la mise en place d'une architecture non seulement eurasiatique, c'est une architecture Eurasie-Afrique, ils sont en train de créer le nouvel ordre mondial en y intégrant le cadre islamique. L'an prochain, la présidence reviendra à la Chine. La Chine assure la présidence des BRICS. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que beaucoup de choses vont changer d'ici 2027. Et le Pakistan en fera certainement partie, parce que le Pakistan est membre à part entière de l'OCS. Et d'ailleurs, l'an prochain, en 2027, la présidence de l'OCS reviendra au Pakistan. Le Pakistan est donc le pays adéquat, avec l'Iran, pour faire partie des BRICS, parce que les BRICS sont une institution très importante du nouvel ordre mondial. Il n'y a donc aucun doute là-dessus. Maintenant, concernant la guerre économique, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Américains sont en très grande difficulté, et vous le savez bien mieux que moi. Aujourd'hui, alors que leur dette nationale atteint 40 000 milliards de dollars, les intérêts de cette dette dépassent le budget annuel du Pentagone, qui est supérieur à 1 000 milliards de dollars. Ils paient ça. Ensuite, les Japonais vendent des bons du Trésor américain. Ils vendent la dette américaine parce qu'ils veulent stabiliser le yen. Les Chinois en vendent aussi et ils investissent plutôt dans l'or. Et puis les BRICS, comme je l'ai dit, c'est un endroit où le dollar est en train d'être évincé. Le dollar est évincé de manière très importante et c'est un processus continu qui va se poursuivre. Donc le pétrodollar est en grande difficulté. D'ailleurs, il y a quelque temps, J.D. Vance lui-même avait déclaré dans l'un de ses forums que le pétrodollar, la monnaie américaine, le dollar comme monnaie de réserve mondiale, pourrait ne pas durer très longtemps. Et les Américains devront vivre avec ça. Vous savez, vivre ne leur coûtera pas bon marché.
living will not be cheap for them. They have to adjust to that. Now, see, on the other hand, Ils doivent s'adapter à ça. first of all, is Vous voyez à l'inverse, l'Iran d'abord mène une guerre existentielle. C'est une guerre de survie. L'Iran est un pays qui subit des sanctions depuis 1969. Aujourd'hui, l'Iran dispose de beaucoup d'options. Il y a le Pakistan, les routes terrestres passant par le Pakistan, les 3 ports pakistanais, Karachi, Port Qasim et Gwadar. Ensuite, les Chinois sont là pour aider les Iraniens. Et les navires chinois ou leurs wagons ferroviaires ne peuvent pas être attaqués par les Américains. Il existe une route terrestre qui traverse les républiques d'Asie centrale, longue de 10 400 km, et qui relie la Chine à l'Iran. Elle a été mise en service cette année. Ensuite, il y a les Russes via la mer Caspienne. Then you have the Russians through the Caspian Sea. Now they are also building up a Ils mettent maintenant aussi en place un corridor ferroviaire avec l'Iran, ce qui bien sûr prendra du temps. Donc ce que je veux dire, Zulfikar, c'est que l'Iran n'est pas... C'est une situation difficile, mais je pense que la difficulté est bien plus grande aux États-Unis. Elle s'y fait sentir, parce que les Américains ne sont pas habitués à toutes ces difficultés. C'est donc là que le problème semble se situer. Il y a de l'inflation. Et comme vous l'avez justement souligné, ce 3 novembre, lorsque les élections de mi-mandat auront lieu aux États-Unis, sera très important. Et de nombreuses personnes au sein du Parti républicain ne sont pas très satisfaites de la politique du président Trump qui consiste à poursuivre la guerre en Asie occidentale. Je suis donc entièrement d'accord avec tous les points que vous avez soulevés. I agree entirely with all the points you have made, and even coming to this nuclear thing, Et même sur cette question nucléaire, je vois quelles décisions ils ont prises. Vous le savez peut-être bien mieux que la plupart des gens. Je vous expose un argument. Mon argument, c'est que c'est peut-être quelque chose que l'Iran ne devrait pas faire. Parce que si je regarde l'objectif de l'Iran, il me paraît clair que, même s'il décidait d'enrichir à 90% sans fabriquer de bombes, une bombe n'est plus qu'à une vis près. C'est à peu près tout. Ils ont l'expertise. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas cacher aux acteurs régionaux. Et les acteurs régionaux devraient les voir comme l'un des leurs, et non comme un hégémon. Voilà mon argument. Mais ce qui se passe réellement, je n'en ai pas connaissance. Peut-être que vous avez raison sur ce point. I have no knowledge of that. Perhaps you are right on that. Eh bien, je suis journaliste et je rapporte les informations dont je dispose. Et bien sûr, je ne rapporterai pas quelque chose que je ne connais pas vraiment, ou que je ne sais pas fiable, ou que je ne sais pas confirmer par mes sources. En l'occurrence, le guide suprême a pris une décision en réaction à cette campagne de pression économique maximale. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir sur cette décision. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas décrocher son téléphone et dire « Arrêtez, ne faites pas ça pour l'instant ». Évidemment, c'est lui qui prend cette décision. Et nous avons rapporté ce que nous savions il y a 2 jours. Il y avait cette campagne, et le guide suprême a dit « D'accord, nous contrôlons l'échelle de l'escalade ». Donc, avec tout ce qui se passe, et alors qu'il n'y a aucun moyen que Trump arrive à obtenir quoi que ce soit, comme on le sait, et vous le savez mieux que quiconque, vous avez observé avec perspicacité la géopolitique, les évolutions, les rapports de force militaires, Trump ne va nulle part. Alors que se passe-t-il? Je veux dire, il est humilié. Il a tourné le dos à son soi-disant, vous savez, maréchal favori, ce qui était stupide. Enfin, pourquoi a-t-il fait ça? Il n'a donc plus vraiment la possibilité d'appeler Asim Munir autant qu'il l'a fait par le passé. Ce qui ne veut pas dire, vous savez, que ça se soit arrêté. Alors que fait Trump? See, first of all, Trump is totally. Vous voyez, d'abord, Trump est totalement désorienté. Il est confus. Et les 2 éléments vont dans ce sens. Premièrement, il a dit cela 2 fois, que le détroit d'Ormuz est un territoire américain. Il l'a publié 2 fois sur les réseaux sociaux. Cela montre sa nervosité. Cela montre qu'il ne sait vraiment pas ce qui se passe.
Et le même sort attend la guerre économique menée par Bessène. Ce ne sera pas différent. Ce que Trump a fait, c'est précisément ce que fait Bessène. Et cela ne fera que nuire aux intérêts américains. Comme les dirigeants iraniens l'ont déjà souligné, nous frapperons les actifs américains dans les pays du CCG. Alors, qui est lésé? American assets in the GCC countries. So who's harmed? Iran is not harmed, America is harmed. L'Iran n'est pas lésé, This is another c'est l'Amérique qui l'est. they'll be doing. Donc ce sera une autre absurdité qu'ils vont commettre. À présent, en ce qui concerne les Iraniens, le maréchal Hassim Mounir aura certainement une chose à faire. À mon avis, ce sera même l'une de ses principales priorités, la médiation, car les informations indiquent que le président Trump tient beaucoup à mettre fin à la guerre. Et il est certain que lui, ou quelqu'un d'autre, peut-être J.D. Vance, s'est entretenu avec Hassim Mounir. C'est donc ce qu'il apporte à Téhéran. Essayons une nouvelle fois de nous asseoir et de mettre fin à la guerre. Et maintenant, pour les Iraniens, deux choses sont très claires. And now, as far as Iranians are concerned, two things are very clear. The first one is that talks have Le premier point, on that c'est que des discussions doivent avoir lieu sur ce protocole d'accord lui-même. you have Il faut faire avancer cela. from 60 Il faut le faire avancer à partir du 60e jour, ce qui signifie que les conditions des discussions seront désormais bien plus strictes. Et cela veut dire qu'ils ont très clairement indiqué que nous percevrons les droits à hauteur d'environ 7% de la valeur de la cargaison. something like 7 Cela signifie que les Iraniens toucheront près de 100 milliards de dollars par an. will get close to 100. Et en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, même s'ils ont discuté de sa gestion avec les Omanais, le contrôle reste entre les mains de l'Iran. The management Il ne devrait y avoir aucun doute là-dessus. control remains of Iran. There should be no doubts about it. It is Iran that decides, and C'est l'Iran qui décide. that they have decided Et il semble qu'ils aient choisi la route du Nord. that all the Tous les navires qui entrent et sortent passeront par cette route du Nord, celle qui est plus proche de l'Iran. which is closer to Iran. Ils ont aussi déjà précisé que l'Iran sera autorisé à vendre son pétrole immédiatement. To sell its Cela signifie qu'il n'y aura aucune restriction sur le pétrole, le gaz, les produits pétrochimiques. Tout sera vendu. chemicals, everything will Ils ont également clairement indiqué qu'ils voulaient le déblocage immédiat de 12 milliards de dollars sur le total des avoirs gelés, qui s'élèverait, selon les informations, à près de 120 milliards de dollars. reported is close to 120 Donc vous voyez, dollars. quand on regarde tous ces éléments, il devient très clair que même pour Hassim Mounir, ce ne sera pas une tâche facile. Even for Asim Munir, it will not be an easy task because these are those things on which Iran will Parce que ce sont précisément les choses sur lesquelles l'Iran ne cédera pas du tout. Trump is see that Et Trump le sait. pointed out in the Vous voyez, comme vous l'avez justement souligné au début, lorsque vous avez présenté vos premiers arguments, Trump y tient beaucoup for Trump et les élections de mi-mandat sont importantes pour lui. C'est donc un enjeu très important et les dirigeants iraniens le savent. aware of that. Les dirigeants iraniens en parlent régulièrement. Talk about that. Mais voyez, c'est cela qui compte pour lui. That is what is important for L'Iran a enduré cette souffrance pendant tant de décennies. the pain Il peut encore attendre. decades. Iran L'Iran a des options militaires. L'Iran a les cartes en main. L'Iran contrôle le récit. Iran Trump ne fait rien de tout cela. Trump does not do any of Donc la réalité, c'est que ça ne peut pas non plus être une guerre qui s'éternise, comme beaucoup de gens, vous savez, continuent de le dire. a lot of people C'est une guerre différente. Ce n'est pas une guerre comme en Afghanistan ou au Vietnam, où un camp menait une guerre conventionnelle et l'autre une guerre irrégulière. fighting conventional war, the other side fighting irregular war. It has been a conventional war on both sides. That La guerre qui a été menée des deux côtés est une guerre conventionnelle. Americans fought the La différence, c'est que les Américains ont mené une guerre du XXe siècle, tandis que les Iraniens ont mené une guerre du XXIe siècle. war and at the center of C'est une guerre conventionnelle, et au cœur de cette guerre se trouve le détroit d'Ormuz. the world is concerned. Nous le savons, le monde est préoccupé. Le monde veut qu'il soit rouvert. Voilà où on en est. L'Iran contrôle donc totalement la situation. À un moment donné, Trump n'aura plus d'option. Je le dis depuis longtemps. Il ne fait que, enfin vous savez, sa propre popularité baisse. La popularité et la crédibilité des Américains baissent. L'Empire américain, vous voyez, décline plus fortement. En perdant tout ce temps, il doit revenir et commencer à discuter avec les Iraniens. Il n'y a pas d'issue. All this time he has to
come back and start talking with the Iranians. There's no way out. Well, we have come to that conclusion. Eh bien, nous en sommes arrivés à cette conclusion. Et c'est une conclusion sur laquelle s'accordent tous ceux qui ont quelques connaissances en géopolitique, Parveen. Vous le dites depuis le tout début. Alors, oseriez-vous avancer enfin, je ne dirais pas oseriez-vous. Ce serait une estimation très fiable, extraordinairement réfléchie de la suite des événements. Estimate of where this goes from here. See, from here, as far as Trump is concerned, Vous voyez, à partir de là, en ce qui concerne Trump, les Américains doivent revenir à la table et parler aux Iraniens du protocole d'accord et des conditions iraniennes. La marge de manœuvre que l'Iran pourra leur accorder, c'est à la direction iranienne d'en décider. Et bien sûr, ici, le maréchal Asif Munir jouera un rôle important. Mais le deuxième point que je veux souligner, c'est que nous verrons un changement radical de la situation après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les choses changeront radicalement, selon mon analyse, aux États-Unis et en Asie occidentale. Et le monde observe cela. Il ne nous reste donc qu'un peu de temps. C'est tout le temps dont nous disposons. C'est tout le temps dont Trump dispose pour venir discuter. Après cela, peut-être que même cette option deviendra très difficile pour Trump, venir discuter. may become very difficult for Trump to come and talk. Well, that's 60 days away. Eh bien, c'est dans 60 jours, Parveen. Pensez-vous que le monde pourra supporter encore 60 jours de pénurie? Je ne pense pas que la réserve stratégique de pétrole puisse supporter encore 60 jours de prélèvement. Zulfikar, actually, more than the world, he does En réalité, plus que du monde, il ne se soucie pas du monde. Il se soucie de sa propre position de président des États-Unis. Les Américains peuvent-ils tenir le coup, sachant que leurs réserves stratégiques de pétrole sont déjà tombées, selon certaines informations, à leur niveau de 1983? Il leur resterait environ 40 jours de réserve, vous savez. 40 jours de réserve. Et puis le prix de l'essence a augmenté. L'inflation a augmenté aux États-Unis. Alors, les Américains peuvent-ils tenir le coup? C'est la question essentielle. Vous voyez, le monde, c'est autre chose. Il ne se soucie pas du monde, mais il doit bien sûr se soucier de son propre pays et de ce qu'il reste de sa présidence. Je veux dire, c'est l'homme qui est arrivé à la présidence en écrivant très clairement, dès la première page de la stratégie de sécurité nationale, qu'il serait le président de la paix. Et où a-t-il conduit l'Amérique? Vous voyez encore une fois ce qui va se passer, c'est que les Américains aussi, les parlementaires, doivent désormais réfléchir sérieusement à ce qu'il faut faire avec Israël. Israël est un obstacle majeur à la paix en Asie occidentale. Israël crée beaucoup de problèmes, des problèmes sans fin. Et les Américains doivent sérieusement se demander, est-ce que c'est l'Amérique d'abord qui compte, ou Israël d'abord? C'est une question essentielle sur laquelle les parlementaires américains doivent réfléchir. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que vous avez été lucide dès le premier jour, et j'anticipe déjà l'humiliation totale que Bezan va subir dans les jours qui viennent. Quant à savoir comment Bezan réussira à s'en sortir, je ne le sais pas vraiment. Mais j'aimerais voir son visage lorsqu'il réalisera que, loin d'être isolé, l'Iran s'est rapproché toujours davantage. Alors merci beaucoup, Parveen. J'apprécie énormément votre voix, votre réflexion et votre analyse. Et je ne suis pas le seul. J'entends beaucoup de personnes, des personnes très importantes en fait, dans différents cercles de décision, qui attendent ces conversations avec impatience. Merci infiniment pour votre temps si précieux et pour votre analyse si précieuse. À notre public mondial, si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Rendez-vous sur Substack. Devenez membre. Soutien. Nous vous enverrons ces renseignements de haute qualité directement dans votre boîte mail, 2 fois par semaine. Merci. Merci, Parveen. Merci, Zulfikar. Merci beaucoup.